bonsoir. Je suis très content de voir que l'auditorium est plein, même si nous nous excusons auprès des auditeurs qui n'ont pas pu entrer dans le grand auditorium et qui nous suivent dans le petit auditorium en retransmission. Nous allons faire une demande à la BNF pour construire un auditorium plus grand, mais ça prendra quelque temps. Donc, je suis heureux de vous accueillir pour cette troisième conférence du cycle 2009 des conférences co-organisées par la BNF et la Société mathématique de France, un texte à mathématicien. Comme vous pouvez le constater, il y a une très très grande majorité de lycéens dans la salle, venus d'un peu partout en région parisienne, et nous sommes très contents que vous soyez là pour découvrir ce qu'on appelle parfois le paradis cantorien. Ce cycle de conférences est organisé en partenariat avec France Culture, avec le magazine Tangente et avec l'association Animat. Je vais dire juste quelques mots sur le conférencier. Patrick Dehornoy est professeur à l'Université de Caen, membre senior de l'Institut universitaire de France. Il a commencé sa carrière mathématique comme spécialiste de théorie des ensembles. Il est tombé lui-même dans le paradis cantorien quand il avait votre âge à peu près. Mais il en est un peu ressorti puisque maintenant il travaille plutôt en algèbre sur les groupes de tresses. Mais il a gardé une grande affection pour la théorie des ensembles et je crois qu'il est très bien placé pour nous expliquer ce que Cantor a fait en mathématiques. C'est très bien, Jean-Michel Cantor. Merci, Daniel. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là. C'est très bien de venir vous enfermer dans la bibliothèque plutôt que de profiter du soleil. Mais on va parler de Cantor, qui est un des très grands mathématiciens du 19e siècle et de ce moment de l'histoire des mathématiques où la théorie des ensembles est apparue, où Cantor a inventé la théorie des ensembles. Donc ça s'appelle Cantor et les infinis. Je viens de l'université de Caen et du laboratoire Nicolas Orem. Ça, c'est un mathématicien du XIVe siècle. Je ne vais pas vous en parler, mais ça, c'est un document qui représente ce monsieur qui a donné son nom à notre laboratoire. Je pousse la main sur l'écran. Et c'est un document que la BNF nous avait d'ailleurs gentiment donné pour servir d'emblème à notre laboratoire. Voilà, alors... excusez-moi. Donc, ce dont je vais vous parler, là, le cycle de conférence s'appelle Un texte, un mathématicien. Donc, on va partir non seulement on va parler du mathématicien Cantor, mais même d'un texte. Et en fait, ce texte est un bref article de 5 pages. C'est pas long, hein, 4 pages, 5 pages, qui est paru en 1874 et qui, pour la première fois, parle de l'infini comme d'un objet mathématique. Alors, c'est ça que je voudrais vous expliquer. Et cet article est très important parce que, enfin pour l'histoire des maths, peut-être pas pour l'histoire de l'humanité, parce que ça fonde la théorie des ensembles, qui est une théorie de l'infini. Et c'est donc un texte vraiment important. C'est un petit texte de 5 pages, rien du tout. Et pourtant, ça a une influence énorme, un héritage énorme à travers toutes les mathématiques du XXe siècle. Et c'est de ça qu'on va parler un tout petit peu. Alors le plan de mon exposé est le suivant. Je vais, puisque c'est la règle du jeu, vous parler de cet article de Cantor, de cette note. Hein. Une note, c'est un article court de 4-5 pages, c'est une note, et des résultats qui sont dedans. Il y a 2 résultats dans cette note, 2 petits résultats tout simples, enfin tout simples, qui nous paraissent tout simples aujourd'hui. Et puis, je vais vous parler un peu de l'héritage de cet article. L'héritage, je vous ai dit, qui est extraordinaire, avec 2 éléments de thème dans cet héritage, ce qu'on appelle la théorie des ordinaux et ce qu'on appelle le problème du continu. Alors, c'est des choses compliquées, mais c'est vraiment au cœur des mathématiques, et je vais vous raconter un petit peu cette histoire-là. Alors, comme je vous ai dit au début, ça commence avec une note, cette note de Cantor, ce petit article, et qui contenait deux résultats. Alors voici Cantor jeune,
c'était un mathématicien, je vous ai dit, du 19e siècle. Il est né en 1845 à Saint-Pétersbourg, en Russie, une famille allemande. Ils sont revenus, son père était homme d'affaires, ils sont revenus en Allemagne. Cantor a fait ses études en Allemagne. On a remarqué, quand il était au lycée, ses dons extraordinaires pour les mathématiques. Il est allé à Zurich, où se trouvait un lycée célèbre, et puis il a fait ses études à l'université de Berlin, où il a eu des grands professeurs. Il a passé son diplôme et assez vite à l'université de Berlin, et assez vite il a eu un poste, ce qu'on appelle un poste d'assistant, enfin un poste qui n'était pas un poste permanent, mais un poste pas vraiment de professeur, mais à l'université de Halle. Halle, c'est une petite ville d'Allemagne qui se trouve d'Allemagne orientale, et en fait il a passé tout le reste de sa vie à Halle. Donc voilà. En 1870, donc quand il était jeune assistant, jeune maître de conférence à l'université de Halle, il a résolu un problème célèbre, ce qu'on appelle le problème de représentation des fonctions par série trigonométrique. Et c'était un thème important parce que ça a été ça qui l'a amené à se poser un certain nombre de questions. Je ne vais pas du tout parler de cet aspect-là, mais c'est ça qui l'a amené à se poser un certain nombre de questions en particulier qu'il a discutées dans sa correspondance qu'il entretenait avec un autre mathématicien, Richard Dedekind, sur les questions de numérotabilité, et c'est ça qui va être au cœur de notre histoire. Ces questions de numérotabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je vais vous expliquer. Alors, le 7 décembre 1873, il envoie une lettre à son ami Dedekind et il lui dit, voilà, j'ai trouvé quelque chose d'étonnant. Et il raconte ça et un an plus tard, donc il faut le temps qu'après l'article soit imprimé, accepté par un journal, tout ça. Donc un an plus tard, il a fait paraître un article, voilà le facsimilé, il n'est pas très net, mais le facsimilé de cet article qu'il a fait paraître, cette petite note dont je vous ai parlé. C'est ça l'article dont on va parler aujourd'hui. Alors vous voyez, ça porte un titre sur une propriété de la collection de tous les nombres réels algébriques. Je vous expliquerai ce dont il s'agit. Donc voici l'article dont je voudrais vous parler. Cet article d'ailleurs est reparu une dizaine d'années plus tard, traduit en français dans une autre revue. Donc ça c'est le facsimilé de la traduction française. Alors de quoi parle cet article, ce court article, cette note qui est la base de cet exposé? Eh bien, je vous ai dit des questions d'énumérabilité ou de numérotabilité. De quoi s'agit-il? Il s'agit de regarder, de se demander si on peut numéroter les éléments d'un ensemble infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous donne un exemple. Ça, c'est pas dans l'article de Cantor, c'est histoire d'illustrer ce dont on va parler. Vous savez, vous voyez ce qu'on appelle les nombres entiers. Parmi les nombres entiers, il y a les nombres pairs. Est-ce qu'on peut numéroter les nombres pairs? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je considère les nombres pairs, les voilà, ils sont en noir, là, puis les nombres impairs, je les laisse de côté. Est-ce que je peux numéroter ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je dis 0, 1, 2, 3, 4, et je les ai numérotés. J'ai donné un numéro à chaque nombre pair. Bon, alors évidemment, ça c'est facile. Vous allez me dire, c'est même trop facile, faire comme ça. Alors, un exercice un poil plus difficile, je prends les entiers relatifs. Qu'est-ce que c'est les entiers relatifs? C'est les entiers avec un signe. Est-ce que je peux numéroter les entiers relatifs? C'est un petit peu plus astucieux, mais j'ai qu'à dire 0, et puis je compte 1. Bon, là, ça commence, c'est pas trop dur. Et puis je dis que je vais mettre 2 en moins 1, et puis 3 en 2, 4 en moins 2, et puis ta-ta-ta. Vous devinez ce que je fais? Vous comprenez ce que ça veut dire, numéroter? Ça veut dire donner un numéro à tout le monde, être sûr d'avoir oublié personne. Et donc là, en faisant mon zigzag à droite à gauche, j'ai bien réussi à donner un numéro à tous les entiers relatifs. A priori, les entiers relatifs, il y en a 2 fois plus que des entiers naturels, des entiers positifs. Mais là, en faisant mon zigzag un coup à droite, un coup à gauche, j'ai réussi à donner un numéro à tout le monde. Bon, ça, c'est pas Cantor, ça aussi, c'est facile, mais c'est un préliminaire. Alors, exemple 3, je prends maintenant les nombres rationnels, les fractions. Est-ce que je peux numéroter les fractions? Alors ça paraît plus difficile, parce que les fractions, il y en a plein. Les fractions, c'est P sur Q. Donc, on se dit qu'on va peut-être pas y arriver à donner un numéro, il y en a trop.
Et la réponse, c'est oui, on va y arriver quand même. Alors la méthode, on peut le faire comme ça. Vous allez écrire toutes les fractions de dénominateur 1 sur une ligne, 1 sur 1, 2 sur 1, 3 sur 1, etc. Puis la ligne en dessous, vous allez mettre toutes les fractions dénominateur 2, 1 demi, 2 demi, 3 demi. 2 demi, c'est pareil que 1 sur 1, mais ça fait rien. Je ne cherche pas à les numéroter de façon 1 à 1. Je m'en fous si je donne 2 numéros différents au même. Je veux être sûr que je les ai tous au moins une fois. C'est ça que je fixe comme règle du jeu. Voilà, donc après, je mets les fractions de dénominateur 1 tiers, puis de dénominateur 1 quart, 1 cinquième, vous avez compris. Et maintenant, je cherche à numéroter tout ce joli monde. Comment je peux faire? Et voilà, je mets 0 là, et puis je dis, je commence à numéroter la première ligne, et puis je numérote, je mets 2 là, et puis après, je repars là, puis je dis 3, 4, 5, 5 il vient pas, 6, 7, oh, 7, il ne vient pas. Ah, c'est parce que je tiens mal ma télécommande. 8. Vous avez compris le principe. Vous allez les numéroter en diagonale, en faisant les diagonales de plus en plus longues. Et comme ça, vous allez tous les numéroter. Au moins une fois. Je répète, ce n'est pas injectif comme on dit, c'est-à-dire il y a plusieurs fractions qui ont le même numéro, puisque 1 sur 1, c'est pareil que 2 sur 2, mais ça ne fait rien. C'est très astucieux. On peut aussi faire ça de façon, si on aime bien les formules, on peut aussi faire ça en formule en disant qu'on va simplement dire que la fraction P sur Q, vous lui donnez le numéro 2 puissance P fois 2Q plus 1. C'est pas la même numérotation. Ça, c'est basé sur le fait que n'importe quel nombre entier s'écrit de façon unique comme le produit d'une puissance de 2 et d'un nombre impair. Alors du coup, si vous faites ça, vous pourrez vérifier que vous donnez un numéro. Bon, ouais, voilà, ok. Alors, je reviens maintenant à l'article de Cantor. Et qu'est-ce qu'il démontre dans l'article de Cantor? Il démontre un premier résultat qui concerne les nombres algébriques. Alors, qu'est-ce que c'est les nombres algébriques? C'est quelque chose qui est encore plus gros que les nombres rationnels, encore plus gros que les fractions. On dit qu'un nombre réel est algébrique si il est solution d'une équation algébrique à coefficient entier. Donc, une équation, c'est-à-dire si un nombre vérifie au moins une équation algébrique. Alors, un exemple, les nombres entiers sont des nombres algébriques. Pourquoi? Parce que l'entier n, il est la solution de... j'aurais pu l'écrire, j'ai été un peu paresseux. L'entier n, par exemple, c'est la solution de l'équation x moins n égale 0. Le rationnel P sur Q, c'est la solution de Q fois x moins P égale 0. Le nombre racine de 2, il est rationnel parce que c'est la solution de x au carré moins 2 égale 0. Voilà, donc vous avez plein de nombres, tous les nombres qui s'écrivent avec des racines et des racines cubiques et tout ce que vous voulez. Et d'une façon générale, tous les nombres qui vérifient une équation algébrique, c'est-à-dire qui sont solutions d'une équation xn plus xn moins 1 plus égale 0, tous ces nombres-là, c'est ce qu'on appelle les nombres algébriques. Et ce que démontre Cantor, c'est le théorème 1, je vous ai dit dans la note, il y a 2 résultats. Le premier, c'est on peut numéroter les nombres algébriques. Donc il y en a un paquet, parce que je vous ai dit, il y a tous les rationnels. Les rationnels, on a vu qu'on pouvait les numéroter. Les nombres algébriques, il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a toutes les solutions d'équations de degré 2, puis de degré 3, puis ça en fait un paquet. Donc on pourrait se dire, on ne va pas y arriver, mais si, on peut les numéroter. Alors, je vais vous expliquer, c'est la règle du jeu, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de faire un bout de démonstration, puisque c'est le texte de Cantor. Alors, comment il fait, Cantor? Il dit la chose suivante. Donc, par définition, un réel est algébrique s'il satisfait une équation qui s'écrit comme ça, A0 xn, A1 xn moins 1, etc., égale 0. Donc, il va dire, j'appelle hauteur d'une équation comme ça, l'entier que j'obtiens quand je fais la somme des valeurs absolues des coefficients, et puis je rajoute n au bout. Bon, j'appelle ça la hauteur d'une équation, et je dis qu'un réel accepte la hauteur h si il est solution d'au moins une équation de hauteur h. Bon, alors un nombre réel peut être solution de tas d'équations différentes, donc il peut avoir des tas de hauteurs, accepter des tas de hauteurs différentes, mais ça fait rien, tout nombre algébrique accepte au moins une valeur. Et alors ce que dit Cantor, par exemple racine de 2 accepte 5, parce que racine de 2, je vous ai dit, c'est une solution de x au carré moins 2 égale 0. Alors si je fais la somme des valeurs absolues, les coefficients c'est 1, 0, 2,
0 parce qu'il n'y a pas de terme en x, donc vous direz que ça c'est deux hauteurs, 1 plus 0 plus 2 plus le degré de l'équation, donc plus 2, ça fait 5. Donc racine de 2, par exemple, accepte la hauteur 5. Très bien. Alors ce que dit Cantor, c'est que, qui est de hauteur, donc, voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et alors donc, Cantor remarque que pour chaque h, pour chaque valeur de la hauteur, il n'y a qu'un nombre fini d'équations de hauteur h, parce que vous prenez des équations à coefficient entier, hein, c'est la règle du jeu. Donc à partir du moment, tiens, je vais me casser la figure, vous prenez des équations à coefficient entier, si les sommes des valeurs absolues, ça fait h, bah, vous avez qu'un nombre fini de possibilités. Déjà, les coefficients sont O plus h, et puis vous regardez toutes les possibilités pour que la somme fasse h, il n'y en a qu'un nombre fini. Et puis d'autre part, une équation de degré n, elle n'a qu'un nombre fini de solutions, elle a O plus n solutions, hein. Par conséquent, il y a un nombre fini de réels de hauteur acceptant la hauteur h. Et donc, si vous voulez numéroter tous les nombres réels algébriques, comment vous pouvez faire ? Ben, vous allez dire, je vais numéroter tous les nombres algébriques qui acceptent 1, ou 2, parce qu'il n'y a pas d'équation de hauteur 1, qui acceptent 2, puis après tous les nombres algébriques qui acceptent 3, puis après tous les nombres algébriques qui acceptent 4, etc. À chaque fois, il y en a un nombre fini, j'en ai un nombre fini, je les numérote, 1, 2, 3, etc. Et d'ailleurs, on peut remarquer un truc, c'est que tout à l'heure, vous m'avez dit, tout à l'heure pour les rationnels, on a vraiment donné une formule pour dire le rationnel machin, il a telle hauteur avec une formule de puissance Q, de puissance P fois, etc. Là, évidemment, Cantor, il dit ça existe, il ne donne pas une formule. Mais ça, c'est tout à fait caractéristique du type de raisonnement de Cantor. Cantor est quelqu'un qui s'intéresse peu au calcul, il ne s'intéresse pas aux formules, il dit ça existe. Ben oui, ça existe, c'est vrai, il y en a un nombre fini, ben, il n'y a qu'à les énumérer. Il ne nous donne pas la recette, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est l'existence. Ça existe pas. Ben oui, on peut numéroter. Même si on n'a pas de formule, on voit bien qu'on pourrait, en étant courageux, y arriver. Bon. C'est le type. Voilà. Donc ça, c'est le premier résultat. Et puis, il y a un deuxième résultat. Je vous ai dit dans le papier de Cantor, il y a deux résultats. Un résultat positif, c'était on peut numéroter les réels qui satisfont, les réels algébriques, ceux qui satisfont une équation à coefficient entier. Et puis, il y a un deuxième résultat qui est un résultat négatif, qui dit on ne peut pas faire quelque chose, et il dit... théorème 2, on ne peut pas numéroter les nombres réels. C'est-à-dire, si on prend tous les nombres réels, hein, tous les points d'une droite, et ben ça, on ne peut pas les numéroter. Et on peut toujours dire le point numéro 0, le point numéro 2, le point numéro 3, etc. Mais il en manquera toujours. Pour les nombres rationnels, pour les nombres algébriques, il a dit, on peut être sûr, il y a une façon de le faire, même si je ne la donne pas vraiment, il y a au moins une façon de le faire telle que j'en oublie aucun. Et là, ce qu'il va démontrer, c'est que pour les nombres réels, quand on prend tous les nombres réels, de quelque façon qu'on s'y prenne, il en manquera toujours à l'appel. Et voici la démonstration. Je vous donne la démonstration, encore une fois, qui est dans l'article de Cantor. Après, on en verra une autre qui est plus simple. Mais là, je vous dis ce qu'il y a dans l'article. Mon contrat, c'est de vous dire ce qu'il y a. Un texte, un mathématicien. Bon, je vous dis ce qu'il y a dans le texte. Et ben, voilà la preuve que Cantor fait. Alors, elle est un peu délicate, mais je la fais peut-être un peu vite, comme ça, ça passera vite. C'est un mauvais moment à passer. Donc, il dit la chose suivante. Je prends une suite quelconque de nombres réels, et je vais alpha 0, alpha 1, alpha 2, et je vais vous exhiber un réel alpha qui n'est aucun de alpha 0, alpha 1, alpha 2. Donc, c'est bien la preuve que j'en ai oublié au moins un. De quelque façon que je m'y prenne, il en manquera toujours un. Alors, comment il fait ? Il dit donc, je pars d'une suite quelconque, et dans ma suite quelconque, je vais extraire, ou plutôt essayer d'extraire, une sous-suite alpha indice N0, alpha indice N1, alpha indice N2, alpha indice N3, N4, N5, une sous-suite zigzagante. Hein, alpha N0, alpha N1, Vous voyez, qui fabrique comme ça, d'une part, les termes pairs vont en croissant, les termes impairs vont en décroissant, tout ça convergent vers le milieu. Alors, comment est-ce qu'il fait ça ? Il fait ça par récurrence. Donc, il dit, il part, on commence très bien. Et puis, il dit, supposons qu'on a obtenu NI, donc vous en avez construit un certain nombre, I. Et alors, il dit de deux choses l'une.
ou bien j'arrive à trouver dans ma suite des alpha i un alpha n qui est entre les deux derniers que j'ai construits. Hein. On suppose qu'on a construit alpha ni et puis tous ceux qui vont avant. Alors il dit, ou bien je trouve un truc qui est un alpha n qui est entre alpha ni-1 et alpha ni. Non, excusez-moi. Je suis ce que j'ai écrit. Ou bien il n'en existe pas. Il y a deux cas où il en existe ou il n'en existe pas. J'ai écrit d'abord où il n'en existe pas. OK. Où il n'en existe pas. Et alors là, il est content parce que du coup, il prend la moyenne des deux derniers. Et certainement, ce nombre, il est différent de tous les alpha n. Puisqu'il n'y en avait pas d'alpha n coincé entre les deux. Lui, il est coincé entre les deux et c'est aucun des alpha n. Donc j'ai trouvé un alpha qui est différent de tous les autres. Donc si jamais ça ne marche pas, là, je suis content. Ou alors, il en existe. Bon, très bien. S'il en existe, il appelle ni plus 1 le plus petit n qui fait ça, qui fait ce qu'il veut, et ça veut dire qu'il continue à construire sa suite en zigzag. Et maintenant, comment il termine la preuve? Il dit, si on n'a pas échoué en route, c'est-à-dire, ou bien on a échoué, c'est-à-dire si on a bloqué, là, on sait qu'on a trouvé un alpha qui est différent de tous les alpha n, ou bien on n'a pas échoué. Mais alors, si on n'a pas échoué, c'est qu'on a construit une suite en zigzag comme c'est écrit là, en gris. Et à ce moment-là, on utilise la propriété que R est ce qu'on appelle un ensemble avec l'ordre est un ensemble complet, ce qui veut dire que quand vous avez deux suites comme ça, il y a toujours un réel alpha qui est coincé entre les deux. Et le réel alpha qui est entre les deux, il va dire qu'il est différent de tous les alpha n. Alors pourquoi? C'est clair qu'il est différent de tous les alpha n pairs puisqu'il est plus grand. Il est plus petit que tous les alpha n impairs puisqu'il est plus petit. Bon, voilà, il est différent. Et d'autre part, par construction, il est aussi différent de tous les alpha n qui ne sont pas des ni parce qu'à chaque fois, on a pris le plus petit ln. Alors, bon, je passe pour abréger, mais c'est facile de voir que par construction, le alpha n ainsi coincé, le alpha qui était coincé au milieu, il est forcément différent de tout le monde. Et par conséquent, il a trouvé un alpha qui est différent de tous les alpha n. Voilà. Alors, ça, c'est le théorème. Voilà. C'est ce qu'il y a dans la note de Cantor et c'est tout. Très bien. Et alors, pourquoi cette note est vraiment extraordinaire? C'est ça qui nous intéresse ce soir. C'est parce que ça parle de l'infini. L'infini, avant Cantor, l'infini a toujours existé. Les mathématiciens, les philosophes ont réfléchi à ce que c'était que l'infini, à utiliser l'infini. Mais l'infini, c'était une limite. L'infini, c'est ce qui n'est pas fini, c'est ce qui est au-delà de tout ce qu'on peut compter. Et ce n'est pas du tout un objet d'étude mathématique. C'est-à-dire, il n'y a pas de théorème sur l'infini. On ne démontre pas des choses sur l'infini. On démontre des choses sur le fini. On démontre que si on multiplie 2 par 3, ça fait 6 ou je ne sais pas quoi. On démontre des choses. Mais sur l'infini, jamais. L'infini, c'est une limite inatteignable. C'est bon pour les philosophes, c'est pas pour les mathématiciens. Alors, il y avait certes des gens, voici Bolzano par exemple, qui avaient noté que des choses bizarres à propos de l'infini. Il avait noté que quand on prend l'intervalle 0,5, il y a finalement autant de points entre 0 et 5 qu'entre 0 et 12 dans l'intervalle réel. Parce que si je multiplie par 12 cinquièmes, je vais faire une correspondance entre les deux, c'est qu'il y en a le même nombre. Bon, il avait noté ça. Et il n'était pas le premier. Il y a, par exemple, le mathématicien arabe Ben Khourat qui, 1000 ans avant, hein, il vivait au Xe siècle, avait noté qu'il y avait autant d'entiers pairs que d'entiers tout court. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a dit qu'on pouvait numéroter les entiers pairs. C'était bien ça. C'était dire qu'il y en avait autant que de... Donc c'était pas nouveau, ils avaient bien remarqué que l'infini, ça faisait des choses bizarres, mais c'est pas pour autant qu'ils avaient ni défini ce que c'est que l'infini, ni encore moins démontré des choses sur l'infini. Ils avaient observé que l'infini est un truc bizarre, mais ils n'avaient pas démontré des choses. Or maintenant, qu'est-ce qu'il démontre? Qu'est-ce qu'il fait Cantor dans son article, dans sa note de 1874? C'est précisément qu'il démontre que l'infini peut être objet de démonstration. Et ce qu'il démontre, c'est exactement le premier théorème sur l'infini. Il ne parle pas de l'infini comme ça en disant l'infini c'est bizarre, il dit je vous démontre quelque chose sur l'infini. Et qu'est-ce qu'il démontre en l'occurrence? Il démontre qu'il existe plusieurs infinis différents, à savoir que l'infini des nombres réels, on ne voit pas très bien mais bleu sur bleu là, c'est pas génial, l'infini de R n'est pas l'infini de N. N, c'est les entiers, R, c'est les réels,
Et il montre que finalement, il y a deux infinis différents. Parce que si c'était le même, l'infini de R, l'infini de N, ça voudrait dire qu'on pourrait numéroter les réels. On ne peut pas numéroter les réels. Il y a plus de réels que de nombres entiers. C'est donc qu'il y a deux infinis. Alors finalement, qu'il y ait deux infinis, qu'il y en ait trois, c'est peut-être pas ça qui est important. La révolution, indépendamment du résultat lui-même, la révolution, c'est cette idée même que l'on puisse démontrer des choses sur l'infini. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Je ne sais pas ce que j'ai écrit. C'est le point de naissance de la théorie mathématique de l'infini. Si vous pouvez démontrer un résultat, quel que soit ce résultat, sur l'infini, c'est la preuve que l'infini est devenu un objet de démonstration mathématique, donc un objet comme les nombres entiers, les droites, les points. Vous pouvez démontrer des choses sur l'infini. L'infini n'est plus seulement un espèce de machin limite, je ne sais pas quoi, dont on ne peut rien dire, une notion de philosophie. Non, ça devient un objet de mathématiques. Vous pouvez démontrer des choses. Bon, en l'occurrence, vous avez montré, il y a deux infinis. Il y a au moins deux infinis. Et donc, c'est vraiment le point de naissance de la théorie de l'infini. Alors, la théorie de l'infini, elle ne s'appelle pas comme ça. Les mathématiciens l'appellent la théorie des ensembles. Ce n'est pas très grave, c'est simplement que, finalement, qu'est-ce qui est infini? C'est un ensemble qui a une infinité d'éléments et que, finalement, pour développer, pour élaborer mathématiquement une théorie de l'infini, il faut, l'objet technique, c'est les ensembles. On développe la théorie des ensembles et c'est sous ce nom-là que c'est connu. On l'aurait appelé théorie de l'infini, ça aurait été aussi malin, parce que c'est vraiment ça. La notion importante, c'est la notion d'infini, c'est pas la notion d'ensemble. La notion d'ensemble, c'est l'outil pour développer la théorie de l'infini. Voilà. Un détail qui ne fera ni chaud ni froid aux lycéens, mais qui ne manquera pas d'intéresser les collègues mathématiciens. On pourra noter que l'article de Cantor, il l'avait appelé, il y a deux résultats. On peut numéroter les réels algébriques, on ne peut pas numéroter les réels, tous les réels. Et il avait appelé son article sur une propriété des nombres algébriques. Et il ne mentionne pas du tout dans le titre qui va montrer qu'on ne peut pas numéroter les réels. Et ça, c'est très intéressant, c'est parce que tout simplement, son histoire de « on ne peut pas numéroter les réels », il se rendait compte que c'était quelque chose à l'époque qui était tout à fait bizarre, tout à fait nouveau, et il se disait, si je mets ça dans le titre, enfin, on peut penser que s'il a choisi ce titre, le résultat, on peut numéroter les nombres algébriques, c'est un petit résultat pas très dur et pas très intéressant. Le résultat fondamental, aujourd'hui en tout cas, c'est vraiment ce truc, on ne peut pas numéroter les nombres réels. Et il ne met pas dans le titre. Et on peut penser qu'il ne l'a pas mis dans le titre parce qu'il voulait tout simplement que son article ne soit pas refusé quand il a voulu le publier. En mettant un titre trop révolutionnaire, il aurait pu tout simplement se faire refuser. Et de fait, le journal où il l'a publié était dirigé par un célèbre mathématicien berlinois qui avait été le professeur de Cantor, qui s'appelait Kronecker, et qui était farouchement opposé à ses idées d'étudier l'infini, tout ça. Il se disait, mon ancien élève, là, il débloque complètement. Et du coup, bon, il a accepté de publier cet article-là, mais après, il n'a plus publié aucun article de Cantor qui a été obligé d'aller voir ailleurs, parce que vraiment, ça paraissait des théories très bizarres, ces théories de l'infini à l'époque. Voilà. Alors, je mentionne brièvement une autre démonstration qui, Cantor a fait du fait qu'on ne peut pas numéroter les réels. Il en a fait une autre démonstration qui est passée beaucoup, qui aujourd'hui est appelée l'argument diagonal de Cantor et qui est plus simple peut-être. Donc je la mentionne brièvement. C'est toujours cette idée de j'ai une suite de réels et je veux montrer qu'il y a un réel qui n'est pas dedans. Donc alpha 0, alpha 1, etc. Des réels. Et puis je veux montrer je veux construire, enfin je veux dire, voici un alpha, il est forcément différent de tous les alpha i. Alors comment on peut faire ça? Eh bien, l'idée est la suivante. Cette fois, on va écrire, on va considérer le développement. Un réel, c'est un développement en base 10. Vous pouvez toujours l'écrire sous la forme une partie entière, virgule, 3, 3, 6, 4, 3, enfin, je sais pas quoi, des nombres. Et des chiffres après la virgule. Alors il dit, voilà, je considère le développement de alpha n, j'écris ça AN1, le premier chiffre après la virgule, AN2, le deuxième chiffre après la virgule, etc. Je mets une barre pour dire que c'est le réel dont ceci est le développement. Voilà. Et maintenant, donc,
Ouais, s'il y a ambiguïté, il y a les nombres qui se terminent par 99999, c'est pareil que 000. On convient que, par exemple, s'il y a un doute, on met celui qui se termine par 000 et pas l'autre, enfin, histoire qu'il y ait bien un développement unique. Voilà. Et puis maintenant, on fait une petite modification sur les chiffres, on dit 0 étoile égale 1, et puis tous les autres 1 étoile, 2 étoiles, tout ça, c'est 0. Et on dit, je considère le réel alpha, dont le développement, c'est 0, et alors, vous voyez ce qu'on fait, c'est l'argument diagonal, ça veut dire, vous pouvez imaginer que vous avez mis ces nombres dans le développement de alpha 1, le développement de alpha 2, etc., ça vous ferait un tableau, vous prenez A11, donc c'est le premier chiffre de la diagonale, A22, A33, A44, ça veut dire, vous prenez la diagonale de votre tableau, et puis simplement, chacun des chiffres de la diagonale, vous mettez étoile, c'est-à-dire si c'était 0, vous mettez 1, si c'était 1, vous mettez 0, etc. Et du coup, il est facile de voir que le nombre ainsi obtenu, il ne peut pas être égal à 1 des alpha n, c'est pas possible, parce que quand vous prenez son nème chiffre, le nème chiffre du développement de alpha n, c'est ANN, et puis justement, le nème chiffre du développement de alpha, par construction, c'est ANN étoile. Donc vous avez fait ce qu'il fallait, ça ne peut pas être le même. Donc puisque le nème chiffre n'est pas le même, c'est que les nombres sont, et qu'on a fait attention à ce qu'il n'y ait bien qu'un seul développement, machin, et c'est que c'est pas le même. Voilà. Alors donc voici ce qu'il y a dans l'article de Cantor. L'argument diagonal, ce sera plus tard, il le proposera 18 ans plus tard. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est vous parler brièvement, je vous ai dit, de deux aspects de l'héritage de cet article de Cantor, donc de ce qui est devenu la théorie de l'infini. Il faut que je me dépêche. Donc voici Georg Cantor un peu plus tard, dans la maturité. Il est devenu professeur à l'université de Halle. Il est plus assistant, maintenant il est professeur. Et il a publié une série de 6 articles, des gros articles. Là, ce n'est pas des notes du tout, c'est vraiment une somme de travail extraordinaire dans les Mathematische Annalen, où il explore le monde de l'infini. C'est-à-dire, il a vu que c'était son truc, l'infini. Il a vraiment vu l'infini. C'est l'homme qui a visité l'infini. Il a découvert un monde, le monde de l'infini. Avant lui... c'était mystère, terra incognita, c'est vraiment le Christophe Colomb du monde de l'infini. Et donc, en particulier, dans ces articles-là, il a développé toute une théorie. Et l'un des aspects de cette théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie des ordinaux transfinis, dont je vais vous dire quelques mots. Voilà. Alors, l'idée est la suivante. Une fois que vous avez franchi la barrière, mais qui était vraiment une barrière énorme de se dire « je peux faire des mathématiques sur l'infini », après, voilà, Cantor, c'est un mathématicien, il se dit maintenant, j'étudie, j'explore l'infini, et ça, il va le faire. Et en particulier, puisqu'on peut accéder à l'infini, on doit pouvoir compter au-delà du fini, et c'est ce qu'il va appeler au-delà du fini, transfini. Il n'emploie pas le mot infini, il dit transfini. Et donc, il va introduire ce qu'il appelle les nombres ou les ordinaux transfinis. Aujourd'hui, on dit les ordinaux. Voilà. Alors, le point de départ, c'est ça. Ça, c'est à nouveau Cantor. Tout ça, c'est l'œuvre de Cantor. Il a reconnu la propriété fondamentale de la suite des nombres entiers, les nombres entiers habituels, c'est qu'un nombre entier, tout ensemble non vide de nombres entiers, a toujours un plus petit élément. C'est vrai, si vous réfléchissez, c'est vrai. Et il va dire, je vais chercher à compter au-delà du fini en gardant cette idée-là. Et donc, ce que va montrer Cantor, c'est qu'il y a une unique façon de prendre la suite des nombres entiers et de continuer dès lors qu'on choisit d'avoir ce principe-là. Et à ce moment-là, qu'il y a toute une arithmétique, c'est-à-dire qu'on peut faire les choses avec une addition, une multiplication, et que tout continue après. Une fois franchi la frontière de l'infini, on peut continuer. Et alors, par exemple, donc c'est ce qu'on va appeler les ordinaux. Et donc, par exemple, vous avez les nombres entiers, puisqu'il y a toujours un plus petit tel que, si après les nombres entiers, il y a quelque chose, il y a un plus petit quelque chose. Et donc, Cantor lui donne un nom, il dit, je l'appelle oméga. Oméga, c'est le plus petit ordinal, le plus petit nombre transfini qui vient après tous les entiers. Et puis après, puisqu'il y a un plus petit tel que, il y a forcément un plus petit tel que, il y a un plus petit qui vient après oméga, c'est oméga plus 1. Puis un plus petit qui vient après oméga plus 1, c'est oméga plus 2, etc. Et puis après tous les oméga plus n entiers, ce sera oméga plus oméga, ou oméga 2 fois.
Hein, et puis après, plus grand que oméga 2 fois, ce sera oméga 2 fois plus 1, et puis etc. Puis oméga 3, puis oméga n, et puis plus grand que tous les oméga n, il y aura oméga fois oméga, c'est-à-dire oméga carré. Bon, et puis après oméga cube, et puis après oméga puissance oméga, et puis après puissance oméga, et ainsi de suite. Et vous pouvez continuer. Et ce que montre Cantor, c'est qu'il y a une façon raisonnable de faire ça, unique et raisonnable de faire tout ça. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une application de ces choses bizarres, de ces nombres infinis, qui n'est pas du tout due à Cantor, c'est beaucoup plus tard, c'est 70 ans plus tard, ou 60 ans plus tard, mais c'est un tout petit peu rigolo, alors je vais vous expliquer ça, j'espère que vous allez me suivre. Vous savez ce qu'on appelle l'écriture d'un entier en base P. Qu'est-ce que ça veut dire écrire un entier en base 2? Ça veut dire, par exemple, l'entier 26, si je l'écris en base 2, ça veut dire que je décompose, je l'écris finalement comme une somme de puissance de 2. J'écris 2 puissance 4, plus 2 puissance 3, plus 2, avec éventuellement des coefficients plus petits que 2, mais plus petits que 2, il n'y a que 1, donc là, il n'y a pas de coefficient. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture en base 2. OK, là, vous me suivez, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va appeler l'écriture en base 2 itérée? Là-dedans, il y a des exposants. Par exemple, 4. 4, c'est 2 puissance 2, c'est-à-dire l'écriture en base 2 de 4, c'est pas 4, c'est 2 puissance 2. Alors, ce qu'on va appeler l'écriture en base P itérée, vous pouvez deviner, c'est j'écris comme une puissance de 2, puis après j'écris les exposants comme une puissance de 2, puis j'écris les... etc. Donc, par exemple, 26, ça devient 2 puissance 2, puissance 2, puissance 1, bon, fois 2 puissance 2 plus 1, etc. OK, vous voyez, c'est une façon d'écrire les entiers en base 2. Alors, vous pouvez le faire en base 3, en base que vous voulez. OK. Alors maintenant, je vais introduire pour P plus petit que Q une transformation, TPQ. TPQ, c'est je prends un entier, je l'écris en base P itérée et je remplace les P par des Q. P et Q, c'est deux entiers. Voilà. Alors, par exemple, si je prends 26, son écriture en base 2, c'est ça. Donc, si la transformation T2, 3, c'est j'écris 26 appliqué à 26, c'est j'écris en base 2, voilà, et je remplace les 2 par des 3, voilà. Et puis je regarde ce que ça donne, ça fait beaucoup. Évidemment, parce que quand on remplace les 2 par 3, 2 puissances par... ça devient vite effroyable. Alors voilà. Ça, je vais introduire maintenant ce qu'on appelle les suites de Gutstein. Ça, c'est M. Gutstein. Ce monsieur, cette allure débonnaire était un grand retors, vous allez voir. Donc, c'est un monsieur qui vivait dans les années 1940. Et donc, la suite de Gutstein partant de D, c'est la chose suivante. Vous prenez un entier D, votre entier favori, 17, ou 26, tiens, 26, voilà, très bien. Et puis, vous la mettez dans la machine T2, 3. Vous gonflez, beaucoup plus grand. Vous retirez 1, why not? Vous mettez dans la machine T3, 4, vous retirez 1. Vous mettez dans la machine T4, 5, vous retirez 1, et vous avez compris. Voilà. Donc, partant de 26, vous partez de 26, vous remplacez les 2 par des 3, vous avez cette cochonnerie. Vous retirez 1, vous avez la même cochonnerie, moins 1, et puis vous continuez. Alors vous doutez que je ne vais pas vous dire ce que fait le nombre d'après, tellement il est grand. Donc vous obtenez une suite qui, clairement, tend vers l'infini très très vite, hein, beaucoup plus vite que toutes les suites que les lycéens ont vues dans leur lycée. Et voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il a montré, le sympathique M. Gutstein, en 1942 ? Eh bien, il a montré que quel que soit le point de départ D, quand vous faites la suite de Gutstein partant de D, après un nombre fini d'étapes, 1, 2, 3, 4, 5, vous obtenez la valeur, quelle valeur? La valeur 0. Votre suite est tellement croissante qu'elle fait le tour de l'univers et elle revient à 0 par l'autre bout. Bon. Non, c'est vraiment paradoxal, parce que je triche pas, c'est vraiment un résultat étonnant. Voilà. Et le plus étonnant, c'est que je vais vous faire la démonstration. Et vous allez la comprendre.
Je vous promets que vous allez la comprendre. Enfin, j'espère. Alors, comme vous en doutez, la démonstration, elle est basée sur les ordinaux de Cantor. Pourquoi? Alors, le point de départ, c'est que les ordinaux, je dis, il n'y a pas de suite d'ordinaux strictement décroissante, de suite infinie d'ordinaux strictement décroissante. Et ça, la raison, c'est la suivante, c'est que si vous avez une suite alpha 0 plus grand que alpha 1, plus grand que alpha 2, etc., quand vous faites l'ensemble alpha 0, alpha 1, etc., ça ferait un ensemble d'ordinaux qui n'aurait pas de plus petit élément. Puisque à chaque fois, il ne peut pas y en avoir un plus petit, puisque le suivant est encore plus petit. Donc ça veut dire, puisque, je vous rappelle, les ordinaux, on a dit, par construction, ils ont la propriété que tout ensemble non vide d'ordinaux a un plus petit élément. Donc conclusion, dans les ordinaux, il ne peut pas y avoir de suite infinie décroissante. Dans les entiers non plus. Dans les entiers, si vous partez de 18, vous n'avez pas une suite infinie décroissante partant de 18. Au bout de 18 coups, vous serez forcément à 0. Dans les ordinaux, c'est plus subtil. Si vous partez de oméga, je ne peux pas dire au bout de 18 coups, vous serez à 0. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous partez de oméga, de toute façon, quand vous allez descendre, vous allez être rusé, vous allez dire « Oh, je vais prendre un nombre vachement grand ». Vous descendez, vous dites 3 milliards. Bah oui, mais au bout de 3 milliards, une étape, vous serez à 0. Et ça, de quelque façon que vous y prenez, vous n'aurez pas de suite infinie d'ordinaux décroissants. OK, donc on sait ça. Toute suite d'ordinaux décroissantes est finie. Très bien. Donc maintenant, je prends ma suite de Goodstein partant de D. C'est mon problème. Voilà. D. Alors, je vous rappelle la définition. La suite de Goodstein, c'est je mets dans la machine T2, 3, je retire 1. Je mets dans la machine T3, 4, je retire 1, etc. Vous vous rappelez? C'est ça. Je n'ai pas mis les valeurs, évidemment. Enfin, bon, c'est des valeurs de plus en plus grandes, tellement grandes que ça va faire 0, mais bon. OK. Alors, où sont les ordinaux? Les voilà, les ordinaux. Je considère la machine T2 oméga. Et je suis sûr que vous avez compris ce que c'est T2 oméga. Vous vous rappelez, TPQ, c'est je remplace les P par des Q. T2 oméga, ça ne va pas des nombres dans les nombres, ça va des nombres dans les ordinaux. Et c'est simplement, j'écris un nombre en base 2 itéré, je remplace les 2 par des oméga. Et ce que j'obtiens, c'est une espèce de truc, par exemple, pour 26, ce serait oméga puissance oméga plus oméga puissance oméga plus 1 plus oméga. Bon, vous vous rappelez, là, les ordinaux, c'est ces machins bizarres avec des expressions... Voilà. Et puis je fais la même chose à côté, mais simplement, je ne mets pas T2 oméga, je mets T3 oméga. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et puis je mets deuxième fois T3 oméga, puis je mets T4 oméga et T4 oméga encore une fois, et T5 oméga et T5 oméga, c'est-à-dire je monte pas à chaque fois, je monte une fois sur deux d'un cran. Donc en haut, au paradis de Cantor, il y a des ordinaux là-haut. OK. Réfléchissons un peu à ces ordinaux. Je ne leur ai pas donné de nom, mais réfléchissons. Si je fais T2 oméga, ou si je fais T2 3 suivi de T3 oméga, le résultat est le même. Je remplace les deux par des 3 en un coup, ou je remplace les deux par 2 par oméga, ou alors 2 par 3, puis 3 par oméga. Bon, le résultat est le même. Par conséquent, le truc qui est là, l'ordinal qui est là, il est égal à l'ordinal qui est là. Vous êtes d'accord? C'est bon? Bon, alors, même combat ici. Je fais T3 oméga ou alors T3 4 suivi de T4 oméga. C'est pareil. Idem. Donc là, j'ai des égalités. Tout va bien. Bon, alors maintenant, c'est là qu'est le truc. Où c'est qu'est le truc? Le truc, c'est que là, j'ai un moins 1. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai un entier qui est un poil plus grand que cet entier-là. Ils sont peut-être très grands tous les deux, n'empêche que celui-là, il est plus petit que celui-là, puisque j'ai fait moins 1. Alors là, c'est là que je triche un tout petit peu. Je vous demande de croire que l'application... Là, c'était 3 oméga, c'était 3 oméga. Alors, je vous demande de croire, je n'ai pas démontré, puisque je n'ai pas vraiment démontré les propriétés des ordinaux, mais que si je fais T3 oméga d'un entier et puis de l'entier plus 1, le résultat ici, c'est un ordinal, et là, c'est un ordinal qui est plus grand. Les applications T3 oméga, c'est de T3 oméga de n et T3 oméga de n plus 1. T3 oméga de n plus 1, c'est plus grand que T3 de n, évidemment. Enfin, évidemment, je veux dire, il faut vérifier un peu des propriétés de ces ordinaux. Il faut bien travailler un peu. Mais
Je ne le fais pas, mais je vous garantis que là, il n'y a pas de mystère. Hein. Il n'y a pas d'entourloupe là-dedans. Conclusion. Ben, puisque là, celui-là, il est plus grand que celui-là, celui-là, il est plus grand que celui-là. Vous voyez? Ben oui. Mais on a fini. Parce qu'évidemment, la même chose vaut ici. Et du coup, ça veut dire que là-haut, au paradis, la suite des ordinaux, elle décroît. Ben oui, mais c'est encore écrit là, il n'y a pas de suite infinie décroissante. Conclusion, forcément qu'à force de décroître, au bout d'un temps fini, elle arrive à la valeur 0. Quand vous avez l'ordinal 0 en haut, il vient. La seule façon qu'il puisse apparaître un 0 en haut, c'est qu'il y a un 0 en bas. C'est donc qu'en bas, la suite, elle arrive à la valeur 0. Fin de la démonstration. Ben, non, c'est pas... Ce qui est magnifique, c'est... Ce qui est magnifique, c'est les ordinaux de Cantor et l'astuce de M. Gutstein. Hein, voilà. Donc on a fini. Voilà. Alors, donc vous voyez, vous comprenez que le point essentiel dans la démonstration précédente, c'est que vous avez l'ordinal oméga, là, ce machin, qui est au-dessus de tous les entiers à la fois. Et c'est précisément ce point de cette distinction entre ce qu'on appelle un infini potentiel, bon, ça c'est peut-être pas pour les lycéens, mais c'est pour les philosophes, hein, l'infini qui serait juste une limite, je peux toujours continuer, mais j'atteins jamais l'infini, ça c'est les entiers. Et puis l'infini actuel, c'est-à-dire j'ai quelqu'un, en l'occurrence oméga, qui est plus grand que tous les entiers à la fois. C'est un infini actuel, c'est pas juste un infini de je peux toujours continuer. Hein, et c'est vraiment ça. Alors, est-ce que tout ça, c'est bien raisonnable? Vous pourriez dire, c'est des tours de passe-passe, là, cette preuve. Eh bien, exactement. Les avis divergent. Ça, c'est M. Hilbert, David Hilbert, le grand mathématicien du tournant du XXe siècle, avec Poincaré, le français, Hilbert l'allemand. Oui, pour Hilbert, c'était un mathématicien très hardi, il était enthousiaste des idées de Cantor, il a dit, ça lui paraissait formidable, il a vu tous ces trucs, bon, il ne connaissait pas Gutstein puisque ça a été fait 40 ans plus tard, mais il supportait à fond les idées de Cantor, et c'est lui qui a dit aus dem Paradies das Cantor für uns verschaffen hat, soll uns niemand, je sais plus quoi, vertreiben sollen. Personne ne doit nous chasser du paradis que Cantor a créé pour nous. Voilà. Donc évidemment, pour lui, il acceptait ce genre d'argument. Et puis il y avait, j'ai dit son nom tout à l'heure, il y a Kronecker. Kronecker, c'est Léopold Kronecker, c'était un mathématicien, il est plus vieux qu'Hilbert, c'était le professeur de Cantor. Et lui, par exemple, il n'a jamais cru à ce genre d'argument, ça lui paraissait pas raisonnable, ces histoires d'infini, tout ça, il disait, j'y crois pas, il n'était pas loin de dire que Cantor, c'était un envoyé du démon. Et il faut dire d'ailleurs que ça n'aurait pas rassuré Kronecker s'il avait entendu parler des suites de Gutstein, parce que je vous signale que si vous partez de l'entier d égale 4, pas 26, hein, 4, c'est pas méchant, 4, et que vous faites le truc de M. Gutstein, vous arriverez effectivement à 0, mais vous y arriverez au bout de 3 fois 2 puissance 402 653 211 moins 2 étapes. Donc ça, si M. Kronecker avait vu ça, il aurait immédiatement dit c'est bien la preuve que ce Cantor et ses inventions, c'est bien le démon. Hein. Ça ne l'aurait pas vraiment rassuré. Alors aujourd'hui, on a une vue bien plus claire des choses. C'est pas la peine d'opposer Hilbert et Kronecker, de grands savants, il n'y a vraiment aucune raison, il faut les vénérer et non pas les opposer. On a une vue beaucoup plus claire et pacifiée des bases. La question, c'est simplement de savoir d'où on part. Et il y a, par exemple, un théorème qui est beaucoup plus difficile à démontrer que le théorème de Gutstein, qui est le théorème de Kirby-Paris, beaucoup plus tardif, hein, récent, qui dit la chose suivante, c'est que le théorème de Gutstein, eh ben, on l'a démontré en se servant des ordinaux, eh ben, on ne pouvait pas se passer des ordinaux. C'est-à-dire, c'est un théorème d'arithmétique, c'est un théorème sur les nombres, et pourtant, c'est un théorème qu'on ne peut pas démontrer à partir des axiomes de l'arithmétique de Peano. Alors là c'est peut-être pas pour les lycéens, mais le point de départ pour faire de l'arithmétique, d'habitude, c'est ce qu'on appelle l'axiomatique de Peano. Et bien justement, ça, c'est un théorème d'arithmétique qu'on ne peut pas démontrer à partir de là. Vous me direz, à partir de quoi on peut le démontrer? On peut le démontrer à partir de la théorie des ensembles.
qui est quelque chose de plus vaste que l'arithmétique de Peano. Et donc tout dépend des points de départ. Si on se met dans un système petit de l'arithmétique, on ne peut pas le démontrer. Si on se met dans un système plus grand, on peut le démontrer. Il n'y a aucune raison de se taper dessus. Tout dépend du point de départ. Et il n'y a pas de problème. Alors, je conclus avec les ordinaux. Aujourd'hui, les ordinaux, c'est un des outils, je dirais, standards des mathématiques, en vérité assez peu utilisé, parce que finalement, les mathématiciens font assez peu de mathématiques sur l'infini lui-même. Le cœur des mathématiques, c'est plutôt le fini ou l'infini potentiel, et finalement, pas tant que ça, les ordinaux. Donc, sauf à l'intérieur de deux branches spécifiques qui sont la logique et l'informatique théorique, où on utilise beaucoup les ordinaux. Voilà. Alors, je passe à la dernière partie. Le problème du continu. Alors, c'est la deuxième et beaucoup plus importante, parce que le théorème de Goodstein, par exemple, c'est amusant, c'est très joli, mais c'est pas grand-chose. Un petit truc, mais c'est pas très important. Quelque chose de beaucoup plus important dans l'héritage de Cantor, c'est ce qu'on appelle le problème du continu. Alors je vais vous en parler, on revient à Cantor, ça c'est Cantor vieux, à la fin de sa vie. Donc il a posé le problème du continu. En fait, bon, c'est pas la fin de sa vie, il a posé le problème du continu quand il avait 32 ans. Bon, ok, mais par contre, c'est quand même la fin de la vie de Cantor dans la mesure où il a énoncé l'hypothèse du continu. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis, pendant toute la fin de sa vie, il a cherché à démontrer ça. Il a reconnu que c'était le point dur de sa théorie, un des points durs, mais peut-être le point dur. Et il a cherché à la démontrer. Il n'a jamais réussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, il faut savoir, et ça c'est triste, parce que Cantor, c'est un des grands génies des mathématiques. Il a vraiment inventé, il a créé une théorie nouvelle, il a découvert un monde nouveau, il a ouvert pour bon, faut pas être grandiloquent, mais il a ouvert pour l'humanité les portes du monde de l'infini. C'est fantastique. Et cet homme, il a eu une fin de vie qui était assez triste, finalement. Il a été assez reconnu comme un grand mathématicien, c'est pas le problème, mais la fin de sa vie a été obscurcie, il était d'un caractère dépressif et il a eu des accès de dépression de plus en plus sévères. Il a dû être interné. Bon, il a eu des malheurs. Son fils est mort. Enfin, il a perdu un de ses fils. Il a eu 6 enfants. Il a perdu un. Il a fait des dépressions de plus en plus sévères. Il a fini sa vie, en gros, dans des asiles de fous. Il n'est pas devenu fou à force de chercher le problème du continu. Il avait certainement un caractère dépressif et donc il a pris sa retraite en 1913. Il est mort en 1918 à 72 ans. Il est mort à Halle. Halle, je vous rappelle, il a passé toute sa vie là. Il n'a d'ailleurs jamais réussi à aller à Berlin. Il aurait bien aimé obtenir un poste à Berlin, mais à cause de ses idées révolutionnaires, là, vraiment, on n'a jamais voulu de lui à Berlin. Voilà. Bon. Donc, je vous explique un tout petit peu ce que c'est que le problème du continu. Ça, c'est pas compliqué, finalement. La deuxième idée, je vous avais dit, une fois que vous avez l'infini, vous pouvez compter avec l'infini. Et la deuxième, enfin, compter comme les ordinaux. Et la deuxième direction de recherche, c'est comparer les tailles des ensembles. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre compter et comparer la taille? Compter, c'est ordonner. Et comparer la taille, c'est simplement se demander s'il y en a plus ou moins. C'est pas tout à fait pareil. Quand vous parlez d'ensemble fini, dire il y a une fois que vous avez dit 5 éléments, il y a une seule façon de les ranger. Quand vous êtes dans l'infini, c'est pas le même problème. Je ne sais pas si je vous ai dit quelque chose ici. Si vous imaginez, je ne sais pas quoi, les entiers et les entiers positifs et les entiers relatifs, par exemple, il y en a le même nombre. On a vu qu'on pouvait les numéroter. Et pourtant, comme ordre, ce n'est pas le même ordre. Bon, c'est ça que ça veut dire. Donc, à côté de la théorie des ordinaux infinis, il y a aussi une théorie des cardinaux infinis. Bon, passons ça. Donc, après, vous avez peut-être entendu dire, on formalise le fait, qu'est-ce que c'est que le cardinal? Ben, justement, quand on ne dit pas ce que c'est que le cardinal, mais on dit deux ensembles ont le même cardinal, si on peut faire une bijection, c'est-à-dire faire une correspondance entre les éléments de l'un et de l'autre. C'est Cantor qui a vraiment formalisé tout ça. On dit que le cardinal est plus petit si, au contraire, il y a pas au contraire, s'il y a seulement une injection, c'est-à-dire une application qui ne prend pas 2 fois la même valeur. Bon, c'est de la cuisine, laissons ça.
je vous ai dit, le premier résultat de Cantor, c'est il y a au moins deux infinis, l'infini des réels et l'infini des entiers, c'est pas le même. Un peu plus tard, il a montré un truc plus fort, il a montré qu'il y a une infinité d'infinis. Non seulement il y en a au moins deux, mais il y en a une infinité. 2 à 2 distincts. Alors, comme il est tard, je crois que je vais zapper. Oui, il faut absolument que je zappe cette démonstration, qui est superbe. C'est une forme une toute petite application de l'argument diagonal, mais je la passe. Donc, il y a une infinité d'infinis. OK. Et du coup, le premier problème de la théorie des ensembles, ça devient le suivant. Vous savez que vous avez une infinité d'infinis. Vous avez les réels. Vous savez que les réels, c'est pas le... Alors, ce que je n'ai pas écrit, mais que j'aurais dû écrire, c'est que parmi tous ces infinis, c'est facile de voir que les entiers, les nombres entiers, il y en a une infinité, mais l'infini des entiers, c'est le plus petit. OK, c'est le plus petit des infinis possibles. Plus petit que les entiers, c'est fini. Ben oui, effectivement, si vous êtes plus petit... Enfin bon. Donc les entiers, c'est le plus petit infini. Vous savez que les réels, c'est un infini qui est plus grand, c'est pas celui des entiers. Mais alors, à partir du moment où vous en avez une... Peut-être, si vous aviez eu seulement deux infinis, ben, ça serait fini. Mais vous auriez terminé. Mais sachant qu'il y en a une infinité, maintenant, le problème est naturel. C'est, ben, puisqu'il y en a une infinité, où sont les réels là-dedans? Est-ce que c'est... comment c'est fichu? Et à quoi ressemblent les... Quelle est la position des réels dans cette infinité d'infinis? Alors, l'hypothèse, donc le théorème de 74 nous dit que le cardinal, ce qu'on appellera le cardinal des réels, est plus grand que le cardinal des entiers, très bien. Et la question, l'hypothèse, c'est le problème du continu, c'est quel est le cardinal des réels? Et l'hypothèse du continu, c'était la réponse que Cantor croyait vraie. Lui, il croyait que toute partie... Alors, il croyait que le cardinal de R, c'était juste après le cardinal de N. Alors là, je l'écris sous une forme différente. Je l'écris sous la forme où Cantor l'a dit, toute partie infinie des réels est en bijection soit avec N, soit avec R. Mais ça, c'est une façon technique, peut-être trop technique, de dire que le cardinal de R, c'est celui qui vient juste après le cardinal de N. Parce que c'est dire que si vous avez quelque chose qui est entre N et R, ou bien c'est N, ou bien c'est R. Là, je l'ai repris dans sa forme historique. J'ai une raison, mais bon. Voilà. Donc, il n'y a aucun infini qui soit coincé entre le cardinal infini des entiers et l'infini des réels. C'était ça l'hypothèse. C'est ça l'hypothèse du continu. OK. Voilà. Alors, après, Cantor a donné une forme je dirais, plus une équation à l'hypothèse du continu. C'est encore un autre résultat de la théorie de Cantor, c'est de montrer que, je vous ai dit, il y a une infinité d'infinis, une infinité de cardinalités différentes. Alors, Cantor, ça pourrait être un espèce de machin, je sais pas quoi, compliqué. Ce qu'a montré Cantor, c'est que tous ces infinis, finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'ils sont rangés. Il y en a toujours un qui est plus petit qu'un autre, et ils sont rangés en une suite qui est indexée par les ordinaux. Donc, il y a un plus petit, alors il utilise la première lettre Aleph de l'alphabet hébraïque, le Aleph que vous trouvez sur les avions de El Al, par exemple, ou je ne sais pas quoi, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph, là. Et donc, il les a numérotés, Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, etc. Donc, tous les ensembles infinis ont une cardinalité qui est un Aleph. Voilà. Alors, je vous ai dit, le plus petit, c'est Aleph 0, c'est les entiers. Et donc, si vous avez cette notation-là, eh bien, à ce moment-là, la question du problème du continu, c'est qu'est-ce que c'est que le cardinal de R? Quel Aleph est le cardinal de R? Et l'hypothèse du continu, c'est dire que le cardinal de R, c'est le plus petit qui vient après les entiers, donc c'est Aleph 1. Alors, encore une notation, c'est facile de voir que R, c'est pareil que les parties de N, que l'ensemble des parties de N, et l'ensemble des parties de N, c'est pareil que les applications de N dans l'ensemble 0,1 à deux éléments. Et par conséquent, c'est naturel de noter, c'est juste une notation, mais le cardinal de R sous la forme 2 puissance Aleph 0, moyennant quoi l'hypothèse du continu se note sous la forme 2 puissance Aleph 0 égale Aleph 1. Quand on a dit ça, on n'a rien gagné, c'est juste une mise en équation, en quelque sorte. Alors, l'hypothèse du continu est un problème difficile. Cantor l'a cherché toute sa vie, toute la fin de sa vie, il ne l'a pas résolu. Il a montré un résultat.
C'est pour ça que je l'avais dit sous cette forme-là tout à l'heure. Il a montré les fermés satisfont de l'hypothèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Les fermés, c'est des ensembles particuliers de réels. Je zappe la définition. Mais il dit la chose suivante, c'est que n'importe quel fermé, c'est des sous-ensembles. J'avais dit l'hypothèse du continu, c'est dire tout sous-ensemble, c'est soit N, soit R. Ben lui, il montre que tous les sous-ensembles fermés, c'est soit N, soit R. Mais évidemment, il y a des ensembles qui ne sont pas fermés, donc ça nous dit rien pour cela. Et c'est ce qu'il arrivera à démontrer, et il n'ira jamais plus loin. Alors, aux alentours de 1900, Hilbert avait dit que l'hypothèse du continu, le problème du continu, c'était le premier des problèmes ouverts pour le XXe siècle. C'était à l'époque considéré comme très important. Et je voudrais vous raconter, mais je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans les détails, ce qu'il en est aujourd'hui. En 1916, quelqu'un, Alexandrov, ce monsieur soucieux, montrera que les boréliens, c'est des ensembles plus généraux que les fermés, mais c'est toujours pas tout le monde, satisfont l'hypothèse du continu. Puis plus rien. Plus rien pendant longtemps et pour cause. Alors pourquoi les gens ont eu beaucoup de mal? Parce qu'ils se sont aperçus que ce que Cantor avait fait, c'était génial, mais ça reposait sur des fondements pas très solides. Et en particulier, ces histoires d'ensemble, Cantor avait dit qu'un ensemble, c'est n'importe quelle collection d'objets de notre pensée, de notre intuition, définie et séparée. Bon. Si vous mettez ça dans les copies, si les élèves mettent ça dans leurs copies, je crois que leurs professeurs ne seront pas contents. Et ce n'est pas vraiment une définition. Voici un professeur très, très, très pas content. C'est Bertrand Russell. On s'est vite aperçu qu'avec une définition aussi floue, ça ne marchait pas et qu'il y avait des contradictions dans la théorie de Cantor. C'était sérieux, c'était grave. Alors, tout ça n'est pas très grave parce que ça s'est très bien arrangé. Ce qu'ont compris les gens, c'est que ce qui est important, c'est pas ce que sont les ensembles. Alors finalement, la définition de Cantor, elle est complètement bizarroïde, mais c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est de comprendre comment les ensembles fonctionnent. Et donc, ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord sur des bases des règles du jeu pour dire, voilà, des ensembles ont telle et telle propriété. Et ça a été fait au début du XXe siècle. Ce monsieur, c'est Ernest Zermelo, qui a proposé après, ça a été complété un peu plus tard par ce qu'on appelle le système de Zermelo-Frankel. Ce sont des règles du jeu en disant, voilà, les ensembles, il y a un consensus pour dire les ensembles, ça fonctionne comme ça. Bon, très bien. Alors, à partir du moment où vous avez un consensus sur comment fonctionnent les ensembles, du coup, la question, est-ce que l'hypothèse du continu est vraie? Ça devient, est-ce que l'hypothèse du continu peut être démontrée ou au contraire réfutée, c'est-à-dire montrer qu'elle est fausse, à partir des axiomes de Zermelo-Frankel? Bon, c'est la question. Et cette question, elle a été résolue, mais d'une façon bizarre. Là, ça c'est M. Gödel. Gödel a montré en 1938 un premier résultat, sauf si ZF est contradictoire. Bon, je passe cette prémisse. L'hypothèse du continu ne peut pas être réfutée à partir de ZF. Ah, elle n'est pas fausse à partir de ZF. Ah, bonne nouvelle. 25 ans plus tard, Paul Cohen montre, sous les mêmes bases, l'hypothèse du continu n'est pas prouvable à partir de ZF. Ah, elle n'est pas vraie non plus. Ah, très embêtant. Ça, l'histoire. Et là, c'est là que je finis mon temps, mais que je prends 5 minutes, parce que là, c'est là qu'il y a des gens qui ne savent pas la vérité. Donc, je vais vous révéler la vérité. Quelle est la signification des résultats de Gödel et de Cohen? Est-ce que ça veut dire que l'hypothèse du continu n'est ni vraie ni fausse? Est-ce que ça veut dire qu'elle est du troisième type? Est-ce qu'elle est inconnaissable? Est-ce qu'elle est vide de sens? Est-ce que c'est ça que disent les théorèmes de Gödel et de Cohen? Pas du tout. Le système ZF, je vous ai dit, les gens se sont mis d'accord en disant voilà une base de départ. Le système ZF, c'est une base de départ. C'est la formalisation de notre intuition actuelle en 2009. Non, pas en 2009. En 1960. De la théorie des ensembles, c'est-à-dire la formalisation de notre intuition de l'infini. Mais il n'y a aucune raison de penser qu'on a fait le tour et qu'on a épuisé toutes les propriétés de l'infini, des ensembles.
Et donc la situation, c'est quand on en saura plus, donner des sous à la recherche en théorie des ensembles, eh ben, le système ZF sera certainement enrichi, il y aura des nouvelles règles du jeu en plus des... c'est des règles du jeu qui sont vraies, mais qui n'épuisent pas les choses. On en saura plus, il y aura plus de règles du jeu, et alors le problème du continu pourra être résolu. Là, je dis du reste au chapitre des malentendus. Il y a des tas de malentendus sur la théorie des ensembles, mais je vais peut-être zapper ça pour finir avec mon problème du continu, parce que bon, je saute cet aparté. Et donc le problème du continu aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'il est résolu? Non, mais non, mais. Et alors là, ce transparent, il n'est peut-être pas pour les petits-enfants, il est peut-être un peu plus difficile, mais c'est mon dernier transparent, donc vous me pardonnerez. L'idée, c'est la suivante, c'est que, je vous ai dit, ZF, c'est les règles du jeu au XXe siècle pour la théorie des ensembles, et l'idée, c'est que ça décide pas tout. La preuve, c'est que l'hypothèse du continu n'est pas décidée, mais ça décrit parfaitement tout le monde des ensembles finis. Pour les ensembles finis, c'est peut-être pas une évidence, mais les ensembles finis, c'est l'arithmétique. Pour l'arithmétique, tout est réglé, c'est jamais de la théorie des ensembles qui changera l'arithmétique. Vous allez me dire, mais le théorème de Guccione... Bon, on passe, je suis en retard. Hein. Donc, pour l'arithmétique, ZF, c'est très bien, voilà. Et d'ailleurs, on peut donner des théorèmes, enfin des énoncés qui disent pourquoi c'est bien. Pourquoi, pour les ensembles finis, ZF, c'est la description qu'il nous faut. Là, tout est clair. OK. Maintenant, dans la double décennie 65-85, on est allé voir l'étape après. On a fini les ensembles. Les ensembles finis, tout est clair. On a les règles du jeu complètes. Maintenant, on regarde les ensembles un peu plus grands. C'est les ensembles dont la taille, c'est celle des entiers. C'est ce qu'on appelle le dénombrable, ou Aleph 0. Et si on regarde là, eh ben, on s'est aperçu d'une chose, c'est que ZF ne donne pas toute la description, ça c'est sûr. C'est clair. Bon. Mais par contre, quand on ajoute quelque chose qu'on appelle les axiomes de grands cardinaux, alors pour le dénombrable, c'est-à-dire pour l'étape d'après, tout marche pareil. Et du coup, qu'est-ce que c'est les grands cardinaux? Je ne vais pas être très précis. Ceci est un cardinal, ceci est un grand cardinal. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette définition vous aidera beaucoup dans la suite de vos études, mais enfin, vous aurez vu un grand cardinal dans votre vie. Alors donc, par exemple, d'ailleurs, je reviens à mon problème du continu. Le problème du continu, si vous rajoutez, il y a un théorème, là, ça, rigolez pas, c'est un théorème monstrueux, c'est d'une difficulté terrible, mais c'est vrai. Si vous rajoutez ces grands cardinaux, quels qu'ils soient, au système ZF, vous avez, sur le problème du continu, vous allez pouvoir montrer cette fois, alors je vous avais dit, les Fermé vérifient l'hypothèse du continu, puis Alexandrov, les Boréliens vérifient l'hypothèse du continu. Là, maintenant, vous montrez les projectifs vérifient. Les projectifs, c'est des machins des ensembles de plus en plus compliqués. Donc, pour les projectifs, c'est réglé. Et du coup, il y a vraiment un consensus chez les théoriciens des ensembles, pas encore chez tous les mathématiciens, parce qu'ils n'ont pas encore entendu parler des grands cardinaux, mais ça viendra. Et donc, pour le théoricien des ensembles aujourd'hui, le système, c'est plus ZF, c'est ZF plus les grands cardinaux. Voilà, c'est accepté, il y a un consensus là-dessus. Mais pour le problème du continu, est-ce que c'est réglé? Non, parce que le problème du continu, il n'est pas là. Les ensembles projectifs, ce n'est pas encore tout le monde. Donc le problème du continu, c'est l'étape d'après. Et là, l'étape d'après, ce n'est pas réglé. C'est la cardinalité oméga 1. Mais là, c'est là qu'il y a des choses étonnantes, et en particulier un théorème, ce qui est un théorème... moi, je trouve ça fantastique, fascinant. Il est démontré par ce monsieur qui s'appelle Hugh Woodin. C'est un mathématicien... Vous voyez, il est très jeune, il a mon âge. Non, mais je veux dire, c'est un mathématicien contemporain. Voilà. Il vit à Berkeley, à côté de San Francisco. Et il a montré le théorème suivant. Alors là vous allez dire, on n'y comprend rien. Il montre un théorème, sauf si la oméga conjecture est fausse, ça commence très mal.
tout système qui contient ZF et les grands cardinaux et qui neutralise le forcing au niveau de Aleph2 réfute l'hypothèse du continu. Vous dites, on est complètement perdu. Non, vous n'êtes pas si perdu que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on regarde le niveau suivant, il n'a pas démontré, il démontre rien vraiment sur... Enfin, il dit que quand on va faire le niveau suivant, de quelque façon qu'on trouve, qu'on le fasse, c'est-à-dire qu'on trouve un système d'axiomes qui va donner la même situation qu'on a déjà au niveau précédent, c'est-à-dire, il ne sait pas encore très bien, on ne sait pas encore aller plus loin. Mais déjà, il dit, de quelque façon qu'on aille plus loin, à tous les coups, l'hypothèse du continu sera fausse. Alors vous allez me dire, bah alors ça y est, c'est réglé, il a démontré que l'hypothèse du continu est fausse. Non, pas tout à fait. Pas encore. Parce que d'abord, il y a une histoire de sauf si la oméga conjecture est fausse. C'est une conjecture, on ne sait pas si c'est vrai. On croit que c'est vrai, on ne sait pas. Et puis d'autre part, bon, il faudrait expliquer, c'est pas la seule approche possible, c'est pas bon. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est tout à fait typique de montrer qu'on peut faire des progrès sur l'hypothèse du continu et il est probable qu'un jour, on aura une solution. C'est effroyablement difficile, effroyablement technique, mais vous comprenez qu'à partir du moment... Le malentendu, c'était de croire que les théorèmes que je vous ai dit de Gödel et de Cohen, qui sont des sommets, des merveilles, mais qu'ils avaient fermé la question. Non, c'est pas du tout une question sans réponse. C'est juste que, pour le moment, on ne sait pas encore exactement à partir de quoi il faut partir et quelle sera. Mais vous voyez que là, il y a quand même une balance qui a l'air de pencher dans un sens, et donc on le saura un jour. Voilà, alors j'ai fini, je récapitule, donc pour les élèves, je répète la leçon. Cantor, vous le reconnaissez, vous êtes d'accord que dans sa note, il nous a vraiment ouvert le monde de l'infini, vous êtes d'accord qu'ensuite il a contribué à développer la théorie des ordinaux et des cardinaux, hein. Il a reconnu le rôle central du problème du continu. La théorie de l'infini s'est considérablement développée au XXe siècle, mais le problème du continu n'est pas résolu. Et il est tout à fait... Il y a des raisons mathématiques, et pas du tout vaseuses, des raisons mathématiques d'espérer que le problème du continu sera bientôt résolu, ou sera résolu dans un futur raisonnable. Voilà. Donc là, j'ai fini. Donc on va faire une interrogation écrite. Voilà, alors ici il y a l'adresse de ma page web où vous pourrez trouver quelques textes de complément et je vous signale aussi une page web très intéressante. De toute façon, vous trouverez les transparences sur ma page web si vous voulez. Je signale aussi un site très intéressant où on trouve des tas de biographies de mathématiciens et c'est un site excellent en Angleterre, à St Andrews, en Écosse, à St Andrews. Bien. Donc voilà. On a le temps pour quelques questions. On note quand même que le conférencier spécialiste de l'infini n'a pas tout à fait réussi à tenir en 1 heure. Il a été à ω+1 ou quelque chose comme ça, mais c'est pas mal. Donc voilà, je passe la parole à la salle. Il y a 250 lycéens. Vous avez chacun le droit de poser une question. Ça nous mène jusqu'à minuit. Qu'est-ce qui fait dire aux mathématiciens que le monde de l'infini, c'est un paradis? Alors... oui. C'est une excellente question. C'était pas un paradis. Quand Hilbert a dit cela, il voulait absolument pas dire que c'était un paradis pour y vivre. Ce qu'il voulait dire, c'était que grâce à la description, grâce au cadre conceptuel que Cantor avait formulé, eh bien, on pouvait, à l'intérieur de ce cadre, décrire les mathématiques d'une façon parfaitement précise. Qu'on avait le meilleur cadre, hein, qu'on avait un cadre.
peut-être pas le seul possible, mais qu'on avait un cadre dans lequel on pouvait mettre à plat toutes les mathématiques. Et c'était ça précisément. C'était pas un paradis pour vivre, c'était un paradis de mathématiciens. C'est que grâce à ce formalisme des ensembles, on pouvait écrire toutes les mathématiques d'une façon très rigoureuse et très satisfaisante. Alors que tant qu'on n'avait pas ça, il y avait des tas de choses qu'on ne savait pas bien relier entre elles et des choses comme ça. Donc c'était en ce sens très précis qu'il employait le mot paradis. Hein. C'était pas du tout dans un sens, je sais pas quoi, il rêvait pas à des vainés, il voyait pas les ordinaux comme des vainés. Mais... Autre question ? Est-ce que quand on prend 4 et qu'on le décompose en puissance de 2 et qu'on applique la méthode que vous avez donnée, oui. Au bout du nombre d'étapes indiquées, on arrivera vraiment à 0 ? Ah oui, tout à fait, oui, c'est calculé, oui. Oui, d'ailleurs, c'est pas très dur à faire, c'est-à-dire, c'est un exercice amusant de voir ce qui se passe, de voir les premières étapes, et si vous faites le calcul, vous comprendrez assez vite ce qui se passe. C'est un bon exercice, il faut y passer quelques heures, mais c'est... Ah bah, mais je suis désolé, les maths, ça demande des années. Hein. Je suis vieux. Non, mais si vous faites les premières étapes à la main, et vous comprendrez des choses. Vous n'aurez pas directement la valeur finale, mais vous comprendrez assez vite comment ça se passe. C'est un très bon truc à faire. Alors j'ai une question là que je pose un peu traditionnellement pour occuper le temps en attendant que les gens posent d'autres questions. Est-ce que tout ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça a des applications pratiques ? C'est très difficile à dire. A priori, la théorie des ensembles, c'est certainement parmi toutes les branches des mathématiques celle pour laquelle vous avez le moins de chances de trouver des applications concrètes, dans la mesure où l'infini, c'est de toute façon des objets de la pensée et pas des objets du monde concret. Maintenant, les théorèmes que vous montrez sur l'infini peuvent tout à fait mener à des choses concrètes. Alors, je vais vous dire un truc, là, voilà, c'est presque la page de publicité, je vais vous dire un micro-truc, Après tout, hein, si je suis là, c'est que je suis mathématicien. Dans l'infini, il y a des structures bizarres. Moi, j'ai passé ma vie à étudier des structures qui étaient des structures de l'infini. Et puis, Martin Andler a dit, maintenant, je fais de la théorie des tresses. Pourquoi ? Parce qu'un beau jour, j'ai trouvé dans l'infini, dans les infinis, les cardinaux, machin, les ordinaux de Cantor, des structures bizarroïdes. Et après, j'ai étudié ces structures bizarroïdes et j'ai retrouvé les mêmes structures bizarroïdes dans ce qu'on appelle les tresses. Hein, et ça mène à des algorithmes de calcul, et ces algorithmes de calcul, il y a même des gens qui maintenant proposent de faire de la cryptographie avec. Alors je ne vais pas vous dire que mes travaux sur la théorie des ensembles vont mener à de la cryptographie dans votre carte bleue, ça c'est pas fait, mais c'est pour vous dire que c'est très difficile à savoir, et au moins dans ce micro-cas-là, hein, c'est des tout petits trucs, ça n'a pas du tout la puissance conceptuelle de ces choses-là, mais voilà, il y a au moins, vous pouvez dire, la meilleure solution aujourd'hui pour savoir si une tresse est tressée, c'est, depuis 10 ans, il y a un algorithme, cet algorithme, il vient de la théorie des ensembles, de façon très indirecte, mais n'empêche que s'il n'y avait pas des gens qui avaient étudié des ensembles bizarroïdes au début, on n'aurait probablement pas trouvé cet algorithme sur les tresses qui sont des objets parfaitement concrets et qui peuvent aller dans votre ordinateur. C'est vraiment, ça c'est pas de la langue de bois de dire qu'on ne sait jamais quand on étudie un objet mathématique, même qui a l'air complètement dans les nuages, on ne sait jamais si à la fin des fins ça va pas mener à des choses tout à fait concrètes. Ça c'est vraiment vrai, c'est pas seulement pour obtenir plus de sous du ministère.
Une question qui pourra sans doute intéresser les lycéens ici présents. Vous avez dit que les cardinaux et la théorie peuvent servir en informatique théorique. Est-ce que vous pouvez donner quelques mots là-dessus? Oui, ben ça c'est pas difficile. Vous avez quasiment, avec le théorème de Goodstein, vous avez une application des ordinaux. Vous avez vu à quoi servent les ordinaux. Dès que vous avez réussi à transformer votre problème de nombre en un problème d'ordinaux, vous aviez votre suite d'ordinaux qui décroissait. Et vous avez dit, ah bah forcément en un temps fini, j'arrive à 0. Ben, les informaticiens, ou moins les informaticiens théoriciens, les gens qui font ce qu'on appelle la théorie de la réécriture et des choses comme ça, ils ont sans arrêt des systèmes de réécriture, et leur problème, c'est ou des programmes, tout simplement, des programmes, et leur problème, c'est de montrer que ça s'arrête en un temps fini, que ça part pas dans des boucles. Et ben leur méthode, la méthode tout à fait standard, c'est justement de dire, je mets un ordinal, j'attache des ordinaux à mon programme, de sorte que quand mon programme tourne, l'ordinal décroît. Et ben si l'ordinal décroît, hop, ils sont tranquilles, ils savent qu'en un temps fini, ça dit pas lequel, mais en un temps fini, ils sont sûrs d'arriver à ce que leur programme s'arrête. Donc c'est un outil très puissant pour montrer la terminaison de programmes en informatique. Et ça, c'est vrai. Je veux dire, c'est effectif, c'est pas seulement théorique, c'est vraiment comme ça que les gens s'en servent. Il y a une question là-bas. Est-ce que le fait que le théorème du continu soit vrai mais pas démontrable avec, par exemple, la base ZF, est-ce que c'est pas le principe de l'énoncé du théorème d'incomplétude de Gödel? Oui, très bien, excellent, vous avez raison. Non. Le théorème d'incomplétude de Gödel nous dit, quel que soit le système, il y aura toujours des trucs qu'on ne pourra pas démontrer avec. Là, c'est une illustration du théorème de Gödel. Ça nous donne un exemple d'un énoncé, à savoir l'hypothèse du continu, qu'on ne peut pas démontrer avec le système ZF. Le théorème de Gödel nous dit, quel que soit le système, ZF ou un autre, il y a toujours quelque chose qui est vrai que vous ne pouvez pas démontrer. Là, si c'est vrai, si l'hypothèse du continu est vraie, ce sera un exemple de quelque chose qui est vrai et pourtant ne peut pas se démontrer avec le système ZF. C'est une illustration du théorème c'est un exemple du théorème de Gödel. Je crois qu'il y a une question dans le fond. Alors, moi j'ai une question à propos de votre définition des ordinaux. D'abord, vous dites on prend le premier ordinal qui est supérieur à oméga plus 1. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui vous prouve que votre borne inférieure est un minimum? Et la deuxième question, c'est comme vous avez défini une loi pour l'addition sur les ordinaux, qu'est-ce qu'oméga moins 1? Bon, alors... j'ai dit les ordinaux. Alors, pourquoi j'ai dit le principe de base qui va être vrai, c'est que quand on a un ordinal, il y a toujours, quelle que soit la propriété que vous regardez, il y a toujours un plus petit ordinal qui. Alors vous allez me dire pourquoi ça c'est vrai. Disons ça c'est la théorie. Il faut payer, c'est-à-dire c'est la théorie de vous démontrer des résultats. On démontre ça. C'est-à-dire, on démontre que dès qu'on a un infini, à ce moment-là, il y a une famille qui a ses propriétés que j'ai dites. Là, je ne vous arnaque pas, ça se démontre. On montre ça. Et donc, c'est montrer que ce que j'ai dit, c'est du baratin. Il faut montrer que mon baratin est raisonnable, c'est-à-dire que ce n'est pas contradictoire. Et ça se démontre. Ce n'est pas le problème. Vous avez dit, qu'est-ce que c'est oméga moins 1 ? Vous avez tout à fait raison, c'est une bonne question. J'ai dit, sur les ordinaux, il y a une arithmétique. Et je l'ai peut-être dit ou pas dit... Il y a une multiplication, une addition, une exponentiation. Je n'ai pas employé le mot soustraction. Il n'y a pas de soustraction. Vous n'avez pas toute l'arithmétique. En quelque sorte, il n'y a pas de oméga moins 1. Ou si vous vouliez, vous pourriez définir oméga moins 1 comme étant oméga. Mais vous avez raison, oméga, il n'y a rien juste avant. Avant, c'est le grand saut, là, c'est comme, il me casse la figure, d'un seul coup. En dessous d'oméga, il n'y a rien, c'est les entiers. Donc il n'y a pas de oméga moins 1, il n'y a pas d'escalier pour descendre de oméga. Quand j'ai dit c'est l'arithmétique, c'est pas exactement comme l'arithmétique des entiers. Ça ressemble à l'arithmétique des entiers. Il y a le plus, il y a le multiplié. Il n'y a pas le moins, il n'y a pas le divisé. On est bien d'accord. C'est moi qui emploie une expression trop rapide en disant c'est tout comme les entiers. C'est pas tout à fait comme les entiers. D'ailleurs, l'addition, elle est bizarre. Si vous faites 1 plus oméga, c'est oméga. Donc c'est bien pas comme les entiers. Bonsoir. Oui.
Le système ZF complété a l'air de pouvoir décrire des ensembles finis ou infinis, mais la question c'est sur quoi il s'appuie et est-ce qu'il est possible d'évaluer jusqu'à quel point il est bon, ou s'il est possible d'évaluer, s'il est possible de construire un système encore plus complet que ZF complété. Vous avez... Voilà. C'est la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, quand on a un système qui est incomplet, on peut toujours dire je rajoute quelque chose, je prends mon axiome. Par exemple, je prends l'hypothèse du continu parce que je l'aime bien, je la rajoute comme axiome. Ah bah alors du coup, si je la mets comme axiome, elle sera vraie. La question que vous soulevez, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon axiome? Comment on choisit les axiomes? Et là, c'est là que c'est important. Ma réponse, la réponse, je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, mais la réponse que je serais tenté de faire est la suivante. On ne choisit pas un axiome par une réflexion a priori. On ne s'assoit pas dans le noir à une table en disant « Oh là là, qu'est-ce que je pourrais rajouter comme axiome qui ferait malin ?» C'est pas ça. C'est on explore des tonnes d'axiomes, des tonnes, mais vraiment des tonnes d'axiomes possibles. Et puis on voit que certains donnent une description du monde mathématique qui est satisfaisante et d'autres donnent une description du monde mathématique qui semble complètement pathologique. Et quand il y a des axiomes qui donnent une description qui semble satisfaisante, petit à petit, c'est là qu'il y a un consensus, mais c'est un phénomène dynamique et lent. Au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, il y a un consensus qui émerge pour dire « Ah ben oui, la description du monde mathématique donnée par cet axiome est correcte ». C'est exactement la même chose que l'existence de l'infini. Pour Kronecker, l'existence de l'infini, pas possible. Pour chacun de vous, aujourd'hui, 100 ans après, finalement, l'axiome de l'infini, il existe des infinis. Bon, il n'y a plus personne en mathématiques, ou pratiquement personne, pour le refuser. C'est devenu intuitif, tout le monde trouve que c'est naturel. Pourquoi? Ben parce que vous, depuis votre petite enfance, depuis le lycée, depuis toujours, vous manipulez l'infini. Ça vous, bon, les limites de réel, tout ça, ça vous... Et du coup, c'est devenu familier. Et donc, ma vision des choses, c'est que l'évidence, ça n'est pas quelque chose d'inné, de donné une fois pour toutes, c'est plutôt l'intériorisation d'une longue familiarité. Vous êtes familier avec l'infini, et du coup, ça devient tellement naturel que vous finissez par trouver évident l'axiome de l'infini. Je vais vous dire un truc qui me fait toujours beaucoup rêver, c'est que je me demande ce que c'est les mathématiques des Martiens. Sur la planète Mars, ils ont peut-être fait... Enfin, bon, vous me comprenez. Il y a peut-être des mathématiques, mais il se pourrait très bien qu'il y ait une planète où il y ait des mathématiques sans l'infini. Et finalement, ça ressemblerait beaucoup. Ils auraient le théorème de Fermat, pareil. Ils auraient, pour toute la théorie des nombres, tout ça, l'analyse, ça ressemblerait beaucoup, mais ils n'auraient pas l'infini. Bon, mais nous... Ça fait un bout de temps qu'on est familier avec l'infini et actuellement, on le trouve naturel. Et ben, ce que je vous disais à propos des axiomes de grands cardinaux, c'est qu'aujourd'hui, dans le petit monde, des théoriciens des ensembles, les grands cardinaux, on y croit, ça nous paraît tout aussi naturel que l'infini. Les grands cardinaux, c'est jamais que le grand infini, en fait. Hein. C'est tout pareil. Et pour nous, aujourd'hui, c'est aussi concret, aussi naturel. Donc pour nous, ça nous paraît évident que c'est vrai. Mais... Pour le moment, ce n'est pas encore partagé par tout le monde parce que les gens n'en ont pas entendu parler. Mais c'est plutôt ça, c'est un consensus dans une communauté. C'est pas dicté par... c'est pas des lois d'airain c'est pas Houdin qui est monté sur le mont Sinaï et Dieu qui lui a dicté son axiome. C'est petit à petit, à force de travail, de 50 ans de travaux de dizaines de mathématiciens, qu'on voit émerger une vision du monde qui semble bonne, qui semble satisfaisante. Et du coup, sur la base de ça, ZF, Zermelo-Frankel, c'est ça. Zermelo a proposé une vision du monde des ensembles, et les gens ont dit « bah oui, c'est raisonnable, on est d'accord, ok, on y va ». Peut-être que les Martiens n'ont pas du tout cette vision-là. Mais nous, les humains, on partage ça. Et ce que je dis, c'est qu'un jour, il y a peut-être d'autres axiomes, il y a certainement d'autres axiomes au-delà de ceux qu'on a au XXe siècle, qui susciteront la même évidence. Les petits-enfants diront bah oui, c'est évident, les grands cardinaux, bien sûr. Mon papa, c'est un grand cardinal. Bien. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ah non, une question ou un commentaire.
Oui, c'est pas une question, juste je me demandais si ça vaudrait pas la peine que tu essayes de dire 2 mots aux lycéens qui sont ici sur les raisons pour lesquelles il y a un certain nombre de gens qui ont l'air pas très contents de la façon dont la recherche est organisée en ce moment. Alors, je ne sais pas de quel côté tu tranches, mais enfin, tu pourrais peut-être dire 2 mots. Je suis désolé. Non, j'ai été invité ici comme mathématicien. Je ne souhaite pas aborder ce sujet ici. Nous sommes ici pour parler de mathématiques, point. En fait, je crois que implicitement, Patrick Dehornoy a fait plusieurs références sur la nécessité que la recherche fondamentale soit soutenue par les pouvoirs publics, et je pense que ça, c'est le message. Ça, c'est un message qui est très important. Effectivement, rentrer dans les détails n'est peut-être pas approprié ici. Je voudrais vous inviter à la prochaine conférence qui a lieu dans 3 semaines, le 8 avril. Il sera question en fait d'infini aussi, mais d'une manière un peu différente et en reculant d'1 siècle, puisque le mathématicien de départ sera Euler. Je voudrais qu'on remercie de nouveau Patrick Dehornoy pour sa magnifique conférence.